la grâce de Dieu, il doit y avoir un congé. Mais non, je vais vous organiser une séance de cours sur les guides, obligatoire pour tout le monde. Parce que c'est très important. Ok, maintenant, on va essayer de travailler, mais pas juste de travailler. On va essayer de s'organiser aussi, c'est très important. Parce que vous, et du moins moi aussi, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on créait tout ici. Sauf que dans des projets, on organise le code dans des dossiers. Et aussi en fonction de certaines technologies et des modèles. Et souvent, lorsque vous faites du PHP, par exemple, vous faites dans un modèle que vous appelez MVC. Bon, peut-être que vous entendez, mais que vous ne comprenez pas encore forcément. Mais ça vous permet de vous organiser, etc. Maintenant, ici, on va aussi essayer de nous organiser. On ne va pas tout créer seulement dans le SRC. On va créer d'abord un petit répertoire. Pour créer un répertoire, lorsque vous faites New, vous mettez Package. Et voilà, on va créer un package ici qu'on va l'appeler, modèle. Comme ce que vous faites en MVC. Et dans le modèle, c'est là-bas qu'on va créer nos classes. Nos modèles, par exemple, les comptes là, ce sont nos modèles en fait. Comptes, ce sont des choses qui vont être dans la base de données. Donc, c'est ce qu'on appelle nos modèles lorsque vous faites votre conception. C'est bon? Donc, ici, on va créer ce qu'on appelle nos modèles qui sont là. Et ici, la première des choses qu'on va représenter, c'est notre classe abstraite. On va l'appeler compte. C'est-à-dire le compte principal. Qu'est-ce qu'on a pour un compte? Les informations sont normalement ici, dans ce fichier-là. Les informations sont là. À moins que je n'avais pas tout précisé. Numéro, compte, titulaire, acte, solde. Donc ici, on avait dit que les attributs sont private, string, num, compte. En fait, j'ai vu que pour certaines personnes qui ont ajouté dans le tableau, j'ai vu certaines personnes qui n'ont pas pris la peine de contrôler le numéro de compte. On ne peut pas avoir deux comptes qui ont le même numéro. Parce que si deux comptes ont le même numéro et qu'on veut faire un dépôt, alors ça va être bizarre, ça va être très compliqué. Parce qu'on fait le dépôt via le numéro du compte. Donc ça doit être quelque chose de unique. Et maintenant, on a titulaire. On va mettre aussi titulaire, juste le nom de la personne. Et on va mettre private, double. On va mettre solde. Voilà. Donc, pour faire que cette classe soit abstraite, pour faire en sorte que ce soit abstraite, on met public abstract class. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Clic droit, on génère les getters et les setters. Ensuite, clic droit, on génère, on peut générer les deux constructeurs. Constructeur sans argument. Et ensuite, constructeur avec argument. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est des méthodes qui sont des getters, des setters et puis des constructeurs. Maintenant, on va créer d'autres méthodes. Par exemple, ici, on va créer une autre méthode qu'on va appeler dépôt. Alors, méthode dépôt, on va mettre aussi public, void, on va l'appeler dépôt. On va mettre déposer compte. Alors lui, il est en train de mentir, il ne sait pas ce que l'on veut. Alors, dépôt, on lui envoie pas numéro de compte. Dépôt, on va lui envoyer le solde. On va lui envoyer solde. Et là, on va mettre quoi? Lorsque on veut faire un dépôt, il y a quand même un minimum à vérifier normalement. Oui. En haut, ici, la déclaration du solde. Est-ce qu'on ne pouvait pas le...
Oui, on peut le mettre en protected. Hein. Alors même, attention, c'est une erreur. Parce que nous, c'est une classe abstraite. Et donc, on doit avoir des classes qui sont des classes filles. Donc, normalement, tous ces attributs-là, pour que les classes filles puissent y accéder, il faut forcément le mettre en protected. Dans le fait de le mettre en privé ici, ce n'est pas intéressant. Ou du moins, il va le restreindre pour les classes filles. Et je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas uniquement le sort, quoi. Je veux dire tout simplement que ce n'est pas uniquement le sort. On doit mettre protected pour ces attributs afin que les classes filles puissent y accéder. Je suis d'accord. Voilà. Donc, les trois, je les ai mis en protégé. Et maintenant, déposer, on a passé maintenant le solde. Est-ce que j'ai démarré le... Oui, la capture est démarrée. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait au minimum si on veut déposer un solde? Est-ce qu'on peut déposer n'importe quel montant? Est-ce qu'on peut déposer 10 milliards? Hein, madame, tu refuses, c'est pas possible. On ne peut pas déposer 10 milliards. Pourquoi? Boy, on ne peut pas déposer. Mais si. Boy, dans tous les comptes, si tu gagnes ton argent légalement, tu peux déposer. Même si c'est combien? Même si c'est combien? Boy, les banques, ils vont même te chercher. Si tu as 10 milliards légalement, tu ne sais même pas, hein? Tu n'as informé personne, mais tu vas voir juste du jour au lendemain que les banques vont t'appeler. Tu ne sais même pas comment ils ont fait. Ils vont t'appeler pour que tu passes déposer. Hein, boy? Donc, on peut déposer n'importe quel montant, que ce soit super ou pas. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas déposer. Voilà, donc, if solde inférieur, même 0 aussi, parce que 0, c'est pas intéressant. Alors, on va faire système out.println, le solde doit être positif. Et le solde, voilà le montant. Le montant, hein, parce qu'on veut faire un dépôt. Alors ici, je vais l'appeler montant et non solde. On dépose un montant sur le solde. Et maintenant, on peut bloquer, hein, on peut arrêter, on peut sortir en faisant un petit return. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si le solde est positif? Oui, si le montant qu'on veut déposer est positif, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, solde, moi. On va mettre juste plus égal montant, comme ça. Et voilà. Donc, pour déposer, on vérifie tout simplement si le solde n'est pas négatif ou bien nul. Si c'est négatif ou bien nul, on affiche que le montant doit être positif. Et puis on arrête, hein, le mot return, on avait vu que ça permet d'arrêter carrément l'exécution de la fonction. Maintenant, si on n'est pas rentré là, on fait ajouter au solde le montant qu'on veut déposer. Et ça, c'est pour tous les deux comptes. Ensuite, on va créer maintenant une méthode abstraite. Bon, je vais préférer remonter en haut pour créer la méthode abstraite. Bon, je peux le mettre en bas aussi. Pour créer notre méthode abstraite, on met public abstract. Bon, pas calculer. On va l'appeler retrait. Alors, il faut lui envoyer le montant. Double montant. Voilà, c'est ça notre méthode abstraite. On ne dit pas concrètement comment ça se passe. Dans la signature est définie. Ok, on a passé l'étape de notre compte. On va passer au compte courant. Compte, on va mettre d'abord épargne. Épargne. Et on va dire que ça extend pour étendre héritage compte. Et il va nous obliger, je vous ai dit, si on a une méthode abstraite, l'héritage nous oblige à redéfinir la méthode abstraite. Donc je fais ici, implement méthode. Voilà. Comment faire un retrait pour un compte épargne?
on demande de faire un retrait, qu'est-ce qui se passe? On fait une petite vérification. Si le montant est inférieur à 0, on ne peut pas retirer. Normalement. Mais est-ce que c'est la seule chose qu'on a vérifiée? Ou montant supérieur au solde. Alors, on fait io_system.out.println impossible de retirer ce montant. Bon, après, on peut être encore un peu plus persuasif pour lui expliquer clairement c'est quoi le problème. Et on fait return. Voilà, maintenant, si on veut retirer de l'argent sur un compte épargne, si le montant est négatif, bon, on ne peut pas retirer moins 2000, ça n'a pas de sens. Si le montant est aussi plus grand que le solde, tu as 2000, tu ne peux pas retirer 5000. Ok, mais non. Si ces deux conditions ici ne sont pas vraies, on vient là. Comment on fait maintenant pour retirer de l'argent sur un compte épargne? Solde moins égal montant. Voilà, donc ici, pour un compte épargne, je pense que c'est bon. Hein? C'est bon jusque-là. Peut-être après, on peut calculer l'intérêt, etc. Mais on peut se limiter là, jusque-là. À moins que là-bas, j'ai dit d'ajouter d'autres choses là-bas dessus. Maintenant, créons un compte courant. Alors, un compte courant, je profite pour ajouter une nouvelle information. Je vous ai posé une première question tout à l'heure. Cette information, je vais vous préciser ça ici. Alors, ici, lorsqu'on crée une classe comme ça est une classe qui peut être héritée par toute autre classe. C'est bon? Toute classe peut faire extend compte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas restreint l'héritage. C'est bon? Toutes nos classes qu'on crée, que ce soit abstraites ou non, pour l'instant, on peut les hériter. Ou bien n'importe quelle classe peut faire, comme par exemple lorsqu'on a fait compte épargne n'a pas eu de souci à faire extend compte. Vous comprenez? Donc si je crée une autre classe, je peux toujours faire extend compte. Parce que je n'ai pas limité ceux qui peuvent hériter compte. Il n'y a pas de limite pour l'instant. Mais non. Donc quand je disais que comment est-ce que vous pouvez faire pour restreindre l'héritage d'un compte? Tout simplement, c'est en utilisant un mot-clé qu'on appelle sealed. Lorsqu'on utilise sealed, un classe sealed, c'est un compte, ou du moins une classe qui est limitée. La portée, l'héritage est limité. Ce n'est pas toute classe qui peut l'hériter. Mais donc, si vous dites que vous allez restreindre l'héritage, vous devez préciser qui sont ceux qui sont autorisés à l'hériter. Ça permet de faire cette restriction. C'est bon? Donc, si je mets le mot-clé sealed avant le nom d'une classe, etc., ça veut dire que cette classe sera limitée par rapport à l'héritage. Maintenant, il faudrait que je précise qui sont ceux qui ont le droit pour l'hériter. Et donc, on utilise le mot permit et ensuite, on met le nom de chaque classe qui peuvent hériter de cette classe-là. Par exemple, je mets compte épargne. Là, ça veut dire que compte épargne peut hériter de compte. Si je veux que compte courant aussi ait la possibilité, je mets compte courant. Je liste toutes classes qui peuvent hériter. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir limiter l'héritage. Et en Java, ça c'est possible. De préciser que voilà, j'ai une classe, mais je ne veux pas que n'importe qui peut l'hériter. Je veux que seulement, voilà, tel puisse l'hériter. Donc, je fais le mot-clé sealed. Sealed class, ça veut dire des classes qui sont tout simplement restreintes. Et ensuite, je mets permis pour dire qui sont ceux qui ont la permission d'hériter. Mais non, par exemple, je vais commencer par mettre compte court. Je vais mettre juste compte épargne. Mais non, il faut comprendre que lorsque je dis une classe est une classe sealed et que je dis par exemple compte épargne, qu'est-ce qui se passe à la permission d'hériter compte? Il va me dire quoi?
le compte ici, épargne là, doit avoir un mot-clé, par exemple, soit final, ou bien soit quelque chose seed, ou bien non seed. C'est-à-dire que quand on dit seed, on parle du fait que c'est une classe scellée. Quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose qui est fermé. C'est bon? Les seed classes, seed veut dire scellé. C'est des classes qui sont fermées en Java. Et quand on parle de fermé, ça veut dire que c'est fermé sur certains espaces, avec le mot permis pour dire qui sont ceux qui sont autorisés. Mais non, donc si je mets cette classe-là, et je dis que c'est une classe scellée, et je mets permit, et je dis compte épargne, ça veut dire que compte épargne a la permission d'hériter de ce compte. Mais tous ceux qui ne figurent pas dans cette liste de permis ici, ne peuvent pas hériter. Ça, c'est la 1. Deuxième des choses, la classe qui est permis, ou du moins qui a la permission d'hériter compte, lui ici doit dire que comment est-ce que lui aussi doit être. Est-ce que c'est une classe qui peut être héritée? Est-ce que c'est une classe qui peut ne pas être héritée? Ou bien c'est une classe, etc., etc. Pour n'importe quelle classe, il y a ce qu'on appelle un mot-clé final. Ce n'est pas seulement pour une classe, mais c'est pour beaucoup de choses. Le mot-clé final veut dire tout simplement une classe qui ne peut pas être héritée. Toute classe peut être héritée. On peut limiter l'héritage de la classe. Tout comme on peut dire qu'une classe ne peut pas être héritée. C'est bon? Le mot-clé seed, c'est pour limiter le nombre de ceux qui peuvent hériter. Mais ça veut dire que c'est quand même héritable, mais pas ceux qui ont la permission. Si on n'a pas seed, on va l'hériter. Tout le monde peut l'hériter. Si on a le mot-clé final, ça veut dire personne ne peut l'hériter. Dans une classe finale, c'est une classe qui ne peut pas être héritée. C'est bon? Et donc, lorsque une classe ici figure parmi la liste des permis, il faudrait que nous ici, on lui dit soit le mot-clé final, ou bien on fasse en sorte que cette classe soit scellée, ou bien on dit que c'est non scellé. On va mettre no seed. No seed, ça veut dire que ce n'est pas scellé. Ça veut dire qu'elle se comporte comme une classe naturelle. Et on peut aussi l'hériter. C'est bon? Mais si on met final, on ne peut pas l'hériter. Et si on met seed, l'héritage est limité. Donc, c'est trois mots-clés. Très important. Seed, scellé. Ça veut dire que on limite le nombre de ceux qui peuvent l'hériter. No seed, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de limite. Tout le monde peut l'hériter. Non scellé. Une classe qui est non scellée, ça veut dire que c'est non scellé. Ce n'est pas fermé. C'est bon? Et puis, final, une classe, c'est une classe qui ne peut pas être héritée. Ici, on délimite l'héritage. Ici, pas de limitation. Et ici, on supprime l'héritage, tout simplement. Ça veut dire qu'on ne peut pas hériter. Voilà, donc, ça, c'est tout simplement des choses qui sont avec les nouvelles versions de Java, parce que les choses évoluent. Les versions, que ce soit de PHP, de Java, de Python, ça évolue. Et ça, c'est pour les versions récentes. Ce sont des choses qui sont utilisées aussi en entreprise. Bon, c'est une chose que je voulais juste vous montrer un petit peu, raison pour laquelle je vous avais posé cette question. Et voilà, mais pour le moment, vous n'êtes pas obligé de capter tout de suite. Avec la suite de nos cours, on va beaucoup plus parler de ce qu'on appelle des classes scellées. Très souvent. Donc, chaque chose qu'on verra, Inch'Allah, on va parler de classes scellées jusqu'à ce que vous maîtrisez ces trois mots-clés-là. Voilà, maintenant, donc, ici, c'est bon. Et comprenez bien que ici, je ne peux pas faire, en fait, compte courant. Si je mets compte courant et que je dis extend, compte, ici, il y aura un problème. Si jamais le curseur, on va lire. Alors, il dit, le compte courant, alors, on peut le faire, hein? On va faire implement méthode. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, il dit que cette classe-là n'est pas en mesure d'hériter ce qu'on appelle le compte courant. Bon, ça, je l'ai traduit juste en français. Ici, on voit tout simplement que ici, il n'a pas la permission de pouvoir hériter ce qu'on appelle le compte courant. C'est ce message qu'il est en train de dire. C'est bon? Maintenant, si on vient et qu'on met
virgule, compte courant. Alors, il a la permission de l'hériter. Mais il faudrait qu'on mette ici le mot-clé, soit final, ou bien soit non-cil, ou bien cil, si on veut. Voilà. Lorsqu'on crée une méthode, on avait vu aussi qu'une méthode peut être redéfinie, ce qu'on appelle polymorphisme de méthode. C'est-à-dire qu'on peut créer une méthode somme avec un paramètre, et en bas, créer une autre méthode somme avec 10 000 paramètres. C'est ce qu'on appelle une redéfinition, mais sans changer forcément le nom de la méthode. Et on parle de ce qu'on appelle la polymorphisme par redéfinition. Et comprenez bien que une méthode peut être faite comme ça. Mais par contre, on peut créer une méthode avec le mot-clé final. Pour revenir un petit peu sur le mot-clé final, si on crée une méthode avec le mot-clé final, c'est une méthode qui ne peut pas être redéfinie. Si on a mis mot-clé final, on ne peut pas redéfinir la méthode. C'est comme ce que je viens de vous expliquer. Somme avec un paramètre et encore somme avec deux paramètres, on ne peut pas le faire normalement avec les méthodes du moins qui sont en finale. On prenait un petit peu un exemple. Pour le moment, on n'a pas encore concrètement l'exemple, mais je vous prenais un petit peu l'exemple. Vous avez compris quand même que le mot-clé statique pour les attributs permettait de faire quoi? Pour une propriété. Si on crée une propriété en mot-clé statique, ça veut dire que c'est une propriété partagée sur l'ensemble des instances. On est bien d'accord? Sur toute instance, une propriété qui est statique, une propriété qui est partagée. Ça veut dire que si la propriété, on lui donne la valeur 2, toute instance aura la valeur 2 si vous essayez d'afficher cette propriété-là. C'est ce qu'on appelle la propriété statique. Je vais vous montrer un petit peu un exemple. Un peu plus tard, il y a des mots-clés qu'il faut comprendre. Et plus tard, pour final, c'est pour créer ce qu'on appelle des constantes. Si vous voulez créer ici une constante, un attribut constante, vous utilisez le mot-clé final pour l'attribut. La propriété. Quand on dit propriété, je parle de ça. C'est ça qu'on appelle propriété. On peut créer une propriété comme ça. C'est bon? On peut créer une propriété avec le mot-clé statique pour dire que c'est partagé. Et on peut le créer aussi avec final pour dire qu'une constante. Donc, si vous voulez créer une constante en Java, vous utilisez pour la propriété le mot-clé final. Pour le moment, on n'a pas encore des exemples, mais on va y parler. Mais je vous donne ces informations, ça vous permet à ceux qui veulent faire des recherches après d'approfondir. Revenons un petit peu sur les retraits. Compte courant. Pour faire le retrait de compte courant, normalement, on fait la même chose, procédure. On fait une vérification que montant ne doit pas être inférieur à 0, mais attention. On a dit que pour un compte courant, il y a quoi? Une découverte. La découverte, là, on peut mettre ça en string. On peut le mettre aussi double, déco. Voilà. Maintenant, cette découverte-là, on peut lui créer un getter et un setter. Ok, maintenant ici, si on veut faire un retrait, qu'est-ce qui se passe? Pour la vérification, entre le montant et le solde, il y a une découverte. Et on doit faire un calcul pour vérifier en fonction du montant, la découverte ainsi que le solde. Mais cette vérification, comment on le fait? Oui. Si le montant, donc je vais dire ici solde plus découverte. Non, quand est-ce qu'on ne peut pas retirer? Si c'est inférieur. Donc je fais inférieur, non? Parce que si c'est supérieur, on peut retirer. Voilà. Impossible de faire le retrait. Et on met un return. Et voilà. Maintenant, sinon, comment on fait pour faire le retrait? On fait le retrait en faisant solde. Solde égale solde moins montant, comme ça.
Comme ça. C'est la même chose. Hein. Ce que vous dites là. Solde moins égal montant. C'est ça, non? C'est la même chose. Mais on n'utilise pas découvert dedans. Hein? Dans le calcul, on n'utilise pas le découvert. Vous êtes sûr? Attendez. Mais normalement, on n'a pas précisé certaines choses. Par exemple, si tu fais un retrait sur un compte courant directement au guichet, il n'y a pas de déduction. C'est bon, ça veut dire qu'on ne retire pas un peu ou bien quelque chose sur ton argent. Mais si tu pars directement, quand tu le fais, tu fais le retrait depuis le gap. On ne prend pas de l'argent. Mais si tu pars au guichet, tu payes quand même quelque chose. Tu payes un petit truc comme impôt pour le retrait. Mais sur un compte épargne, tu ne payes rien. Pour un compte courant, si tu pars là-bas directement pour retirer de l'argent à la banque sur ton compte courant, on te dit de payer 3 000 pour chaque retrait. Maintenant, si tu as une carte, par exemple, tu peux retirer ton argent sans pour autant qu'on puisse prendre de l'argent. Mais cette découverte-là, son rôle, c'est quoi? Ça veut dire que le compte-là ne peut pas être vide. C'est bon? Notre compte-là ne peut pas être vide. Tu ne peux pas tout retirer dans un compte courant. On te demande de laisser parce que après, ils peuvent prélever certaines choses, en fait. Bon, donc, disons qu'on va laisser ça comme ça. Le solde égale solde moins montant. Comme ça. On va mettre ça comme ça. Parfait. Mais donc, ceci étant, je pense que la seule chose, ou bien l'information qui est nouvelle que j'ai ajoutée, c'est les classes scellées. Du moins, c'est par rapport à ce que vous avez fait à la maison, sur votre modèle. C'est juste les classes scellées. J'ai mis là-bas un seal class, et puis j'ai mis ici permit pour dire qui sont ceux qui ont la permission d'hériter. Et ici, j'ai mis final, juste avant le nom de nos classes. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle notre modèle. C'est bon? Et donc, normalement, dans ce qu'on appelle votre modèle MVC, une fois que vous avez votre modèle, vous avez votre contrôleur. C'est là-bas que vous faites le traitement. C'est bon? Ici, on peut l'appeler aussi contrôleur. Mais nous, comme on utilise ce qu'on appelle des interfaces, on va appeler ici, en fonction de ce qui se passe aussi en entreprise, dans notre projet, on va créer un projet, un package, on va l'appeler repository. Et maintenant, c'est ici qu'on va créer ce qu'on appelle nos interfaces. Et ces classes qui vont hériter de l'interface en général jouent le rôle de nos contrôleurs. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois lorsqu'on avait créé ce qu'on appelle une interface, on avait créé une implémentation et c'est là-bas qu'on faisait les traitements. Ils jouaient le rôle du contrôleur. Parce qu'on ajoutait dans les tableaux directement dans l'implémentation, etc. Donc ça, c'est notre contrôleur en réalité. Donc ici, on va créer ici une interface. Java, il faut bien sélectionner interface. Et là, on va mettre icount. Voici notre interface. On va créer nos méthodes abstraites. On va mettre public void add count. Alors, si on veut ajouter un compte, qu'est-ce qu'on a besoin de lui passer en paramètre? On peut soit lui passer un compte en paramètre et directement, il va ajouter le compte. Donc ici, on peut mettre compte comme ça. Et on va mettre remove count, on va faire print void set count, on va mettre public, tout est en anglais, on va mettre print all count. En fait ici add pour dire ajouter, remove count pour supprimer un compte, set count pour modifier un compte, print all pour
afficher tout, on peut mettre aussi un simple print compte. On met public, print compte. Comme ça, print all fera appel à print. C'est bon? Mais je ne pense pas. Parce qu'on a juste besoin de mettre un toString. Je vous avais montré ce que c'est qu'un toString, non? Ou bien je ne vous avais pas montré? Ok, donc ici, il faudrait qu'on génère un toString qui nous permet d'afficher les informations d'un compte. Donc, clic droit. On va mettre toString au niveau de compte. Voilà. Donc, le rôle du toString, c'est d'afficher ça. Et voilà. Donc, ici, on n'a pas besoin du print compte. Le toString, c'est du print. Il affiche les données, les détails. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle notre interface. Appelez vos méthodes en français comme vous voulez. Ce n'est pas un problème. Maintenant, il faudrait qu'on puisse implémenter l'interface là. Et ici, on va créer implémente, on va dire, ou bien on va mettre incount implement. Voilà, on va l'appeler comme ça. Incount implement. Donc on a incount et on a incount implement qui est l'implémentation. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'utiliser extend, on utilise implement incount. Pour faire l'implémentation d'une interface, on utilise le mot-clé implement. Et ensuite, on implémente l'ensemble des méthodes qui sont abstraites là-bas. On redéfinit ces méthodes. C'est-à-dire concrètement, on dit comment ça fonctionne. Pour ceux qui m'ont demandé comment on gère l'interface, vous avez vu. J'ai juste fait un clic, j'ai choisi interface, j'ai dit nouveau ou bien nouvelle interface. Et j'ai ajouté uniquement des méthodes ici qui sont pour le moment des méthodes abstraites. On a déclaré les méthodes. C'est bon jusqu'à là? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je crée une classe simple. Et cette classe-là, je fais le mot-clé implement pour implémenter et je mets le nom de l'interface. Il va me demander de redéfinir ces méthodes. Je clique, je fais implement et il va générer toutes ces méthodes qui se trouvent au niveau de l'interface là-bas avec une décoration override pour dire qu'on est en train de donner un corps. On redéfinit notre ou bien nos méthodes. C'est juste ça. Hein? Il faut avoir l'habitude de travailler comme ça. C'est bon jusque-là? Et maintenant, ici, on va commencer par notre première collection. La première collection qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle un array list. On va mettre list count. On va créer une liste count. Vous pouvez créer un tableau. Mais avec un tableau, vous avez déjà fait un exercice. Donc, c'est mieux qu'on fasse ce qu'on appelle une liste. Et là, on va mettre new array list comme ça. Alors, une collection, c'est un tableau dynamique. On a plusieurs collections. On va voir 3 collections de base. À savoir ce qu'on appelle des listes, à savoir ce qu'on appelle des sets, et à savoir ce qu'on appelle des maps. Pour cette année, Inch'Allah. Et puis, on verra ce qu'on appelle des streams. Et donc, un array list, c'est comme un tableau dynamique que vous savez faire comme notre tableau là. C'est comme notre tableau, carrément. Mais dynamique, c'est-à-dire qu'on pourra toujours ajouter des éléments. Il n'y a pas une limite. Mais ce qui est bien, c'est que ici, on n'aura pas forcément besoin de chercher des positions, etc. On aura tout dans ce qu'on appelle... je vous avais montré ce que c'est que les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères, c'était une information. Lorsque vous créez la variable, si vous prenez la variable, vous faites point, vous avez beaucoup de méthodes qui interagissent ou bien qui agissent sur cette chaîne en Java, je dis bien. C'est à peu près comme les listes. Donc tout ce que vous avez besoin de manipuler normalement sur la liste se trouve déjà sur votre liste. Comment ajouter, comment supprimer, comment chercher, etc. Toutes ces informations. Donc maintenant, c'est à nous de savoir comment on fait, ou bien quelle méthode nous permet d'ajouter, quelle méthode nous permet de supprimer, quelle méthode nous permet de modifier, etc. Et on va apprendre ces méthodes-là. Mais donc lorsqu'on crée une liste, array list, on peut créer une liste, un linked list ou bien un array list. On va commencer par une liste qui n'est pas liée, c'est-à-dire un simple tableau. Donc les array lists sont comme des tableaux simples, mais qui sont des tableaux dynamiques. Donc on met liste count, on va implémenter, on va du moins importer Java utilist, parce qu'il y a une liste qui n'est pas Java utilist. Tout à l'heure, si je mets ici liste, si vous venez ici,
et vous faites import. Alors non. Tout à l'heure, il avait montré une autre bibliothèque de liste qui n'est pas Java Util. Mais nous, notre liste doit être dans Java Util list. Et puis array list se trouve aussi dans Util. Maintenant, lorsqu'on a ce compte-là, si on veut ajouter dans le compte, on va juste mettre un compte .add. Donc, il y a une fonction add directement qui nous permet d'ajouter un nouveau élément automatiquement. Si on veut ajouter un élément, on met juste notre liste .add. Pas besoin de savoir où est-ce qu'on doit ajouter l'élément. Non, si on fait juste add, il va ajouter à chaque fois le prochain élément, etc. Et il y a beaucoup de fonctions. Je prends un exemple. Si je mets compte, on peut voir énormément de fonctions. Il y a add all, add first, add last, clear, content. Il y a énormément d'informations. Get first, get last, index of. Il y a tellement d'informations. Remove. Il y a beaucoup. Tout ce que vous avez besoin en fait sur la liste se trouve déjà sur la liste. Il faut maintenant juste apprendre à utiliser les informations. Size, sort, qui vous permet de trier la liste, etc. Beaucoup de choses. Ok, maintenant donc, ici la fonction qui nous permet d'ajouter, ça va être .add. Maintenant, si on veut afficher notre liste, print all, on est là. Ce qui se passe, c'est qu'on peut faire un for each, que je vous avais montré là, for each count, comme ça directement. Donc, on peut parcourir une liste, comme je vous avais montré, en utilisant un for each. Chaque élément de cette liste-là, c'est un count. Donc, on met for count, la variable, notre liste d'éléments. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque count ici, on peut l'afficher. Et en faisant tout simplement, bon, je mets ici un io.println count. Bon, normalement, on peut mettre count toString. Parce que le toString, c'est celui qui nous permet d'afficher les éléments du count. Mais suivez bien, si je mets un system out.println d'une classe, la première des choses qu'il va chercher, c'est que est-ce que cette classe contient le toString et il va l'appeler. Mais si vous n'avez pas le toString, alors le println, system out.println d'un objet d'une classe n'est pas possible. Donc on peut faire un system out.print et puis on met un objet directement, une classe directement. Mais lui, automatiquement, le system out, la .println va aller chercher s'il y a la méthode toString définie là-bas. Parce que normalement, c'est le toString qui nous permet d'afficher les détails de nos classes. Maintenant, si ça se trouve, c'est ça qu'il va l'appeler directement pour afficher. Et si ça ne se trouve pas, il y aura un problème. Donc, on ne pourra pas afficher directement. Mais par contre, vous pouvez créer peut-être une autre fonction que vous appelez, par exemple, afficher les informations. Mais sauf que si je crée une fonction qui s'appelle afficher les informations du compte et que je viens ici, je mets println.count, il ne va pas chercher le afficher. Non. Ce qu'il cherche, c'est le toString. Donc, afficher que vous avez créé vous-même, ce n'est pas ce que le println va aller chercher. À moins que vous faites ici, compte point, vous appelez la fonction afficher compte. C'est bon? Mais le toString, automatiquement, le println va chercher le toString. Donc, si je mets ici .toString, comme ça marche. Mais même si je ne le mets pas, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher ce toString-là. Est-ce que c'est présent? Voilà, on a les deux, tout simplement, qu'on vient d'implémenter. On ne va pas faire grand-chose pour l'instant d'abord. On vient de voir comment est-ce qu'on peut créer une liste. Pour ajouter une liste, c'est add. Et pour parcourir la liste, on parcourt avec juste un petit for each. En mettant for each, pour notre liste, c'est une liste de quoi? On met ce qu'on appelle le type de chaque élément qui se trouve là-bas, c'est une liste de count. Donc, on met le type de données, count, une variable, le nom de notre liste. Et ensuite, ici, on manipule count comme un count. On peut afficher tout ce qu'on veut. Maintenant, testons ça un petit peu dans le main. Bon, normalement, notre main, c'est du dossier vue. On est bien d'accord? Modèle MVC. Donc ici, on a notre vue ici, le main. Qu'est-ce que je vous ai dit? Lorsque vous avez votre interface et que vous avez votre implémentation, ici, vous allez créer une variable de type votre interface. Donc, eCount. On va dire eCount, on va l'appeler master. On va l'appeler master, moi, new.
attention, l'interface est une information qui est abstraite. Donc, je ne peux pas dire e-count, moi, new e-count. C'est bon? Je ne peux pas faire ça. Mais par contre, je vais faire moi, new e-count implement. Voilà. Et ensuite, je peux gérer tout ce que je veux. Bon, après, on a oublié un petit truc. Mais après, on peut ajouter les menus. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore mis sur l'interface. Hein. Le menu qu'on doit avoir, du cru, tout ça là, on n'a pas. Mais on va juste tester juste les deux méthodes. On va ajouter un compte et puis on va afficher les comptes. On va ajouter deux comptes. On va créer deux comptes. On va mettre ici compte 1 égale new compte épargne. New compte épargne. Et on va créer compte 2. Compte 2, ça va être un compte courant. OK. Maintenant, compte 1, on va lui ajouter les éléments. Compte 1.set num compte. On va mettre C01 compte 1.set quoi? 7 solde. On va dire 2 millions. Compte 1.7. Il y a trois choses normalement, non? Titulaire. On va mettre job. Ok. Maintenant, je fais la même chose pour compte 2. Donc, je viens de créer un compte. Je crée un deuxième compte. Pour le deuxième compte, qu'est-ce qu'on fait? Il est où? Il est là. Numéro, on va mettre C002, on va lui mettre 5 millions. On va l'appeler bas. Mais pour un compte 2, on aura besoin de découverte. Donc, compte 2.7 découverte. Compte 2, c'est épargne ou à courant? Compte 2, c'est courant. On n'a pas fait cette découverte là-bas? J'ai fait bien cette découverte. Compte courant. Oui, après. Oui, non, c'est pas un problème. Le problème, c'est que ici, je vous avais expliqué que je ne peux pas venir directement sur une variable de type compte et essayer automatiquement de modifier la découverte, appeler cette découverte. Il faut vérifier l'instance qui se trouve dans le compte parce que cette information est de type compte, mais pas compte épargne. On lui a donné un compte courant. C'est bon? Donc, si sur le compte, je fais compte, je verrai uniquement des choses qui se trouvent dans le compte. À moins que je fasse ce qu'on appelle un petit casting. En faisant par exemple, ici, compte épargne, ou bien en faisant par exemple un if compte de instance of et on met compte courant. Ça, je vous ai montré normalement, non? Ou bien je ne vous ai pas montré ça? Ok, maintenant ici, on va chercher maintenant compte 2.7 découverte. Si on ne pose pas cette condition, il n'est pas sûr que forcément c'est un compte courant qui se trouve dans le compte. Parce que c'est une information de type compte qui peut être épargne ou bien courant. Voilà, maintenant automatiquement il va faire le casting en mettant ici, voilà, automatiquement ça. Maintenant découverte, on va mettre 2000 ou bien 20 000, comme c'est 2 millions là. On va mettre 20 000. Ok, ça, en fait, tout le monde sait comment on peut créer une instance de compte. C'est pas un problème. Maintenant, comment est-ce qu'on fait maintenant pour ajouter? On va passer par ce qu'on appelle notre master là, qui est notre interface. New Implement Interface. Donc, on va utiliser master. Une fois qu'on a fait, on a créé, on appelle master.add compte. Et on lui envoie compte 1. On appelle encore master, on ajoute un deuxième compte. Ça veut dire que si on était dans un menu, on fait choix 1,
On lui demande de créer un compte. Une fois qu'on a le compte, on appelle master.addCompte et on lui envoie. Il ajoute dans notre menu. C'est bon? Et à chaque fois qu'on choisit le choix 1, on saisit des informations d'un compte et on lui envoie. Et si par exemple le choix 2, c'est pour afficher, dans le choix 2, on appellera master.printAllCount. On teste si les deux fonctionnent. On voit bien que ici, on a nos deux comptes qui sont affichés, à savoir compte num compte C0 titulaire job ici et puis compte ce compte, voilà. Alors par contre, ici on n'a pas la possibilité de vérifier ou du moins de voir directement les informations comme par exemple est-ce que ce compte c'est épargne ou alors courant. Maintenant, ce qu'on pouvait faire, c'est de créer un toString. On redéfinit les toString ici au niveau de ces méthodes-là. Je devais faire clic droit. Il est où? Generate toString. Voilà. On a ça. Ici, je vais créer aussi un generate toString. Voilà. Maintenant, ici, comment est-ce qu'on pouvait faire pour prendre les informations qui se trouvent dans le compte qui se trouve être le compte mère? On fait comment? Voilà, plus super toString, comme ça. Et voilà. Si je reviens, alors d'abord ici sur le compte courant, on n'a que découverte. On doit faire la même chose. Hein? On va faire d'abord plus découverte, plus 2 points, double côte, plus super, point, toString, et plus double côte, et on ferme les crochets. Voilà. Maintenant, on compile à nouveau. Alors, donc, ce qui se passe maintenant, là, vous voyez que ça, c'est bien un compte épargne avec les éléments. Et celui-ci, c'est un compte courant avec ces éléments-là. Avec compte, etc. Mais il faudrait qu'on personnalise un peu. Mais au moins, on a la possibilité maintenant de distinguer ces comptes-là. Mais vous voyez bien que les listes ne sont pas des choses très compliquées à comprendre. Les collections, je veux dire, les collections sont des choses qui sont très faciles à manipuler par rapport à ce qu'on appelle les tableaux statiques. Et c'est encore mieux même les collections. Dans la première collection, c'est ça. Maintenant, après, il faut faire des recherches. Je vous donne tout à l'heure même le cours sur les collections. Set et puis map. Voilà. Donc, un tableau simple, un tableau ici qui ne veut pas des doublons. Et ici, on aura un tableau clé-valeur. Donc ici, pour ces listes-là, c'est des tableaux simples. Avec l'ordre, les informations où on peut avoir des doublons. On peut avoir deux informations qui sont identiques dans une liste simple. Dans un set, c'est une liste sans doublons. Sans doublons. On ne peut pas avoir deux mêmes informations. Tandis que map, c'est une collection qui a aussi une liste qu'on a clé, valeur. C'est-à-dire comme des tableaux où on a clé et puis la valeur là. Ici, on a juste la valeur. C'est une liste à valeur. Quand on dit liste à valeur, ça veut dire qu'on peut ajouter un compte dont le compte, c'est une valeur. Mais quand on dit, par exemple, le clé valeur, ça veut dire qu'on peut avoir la valeur qui est compte et puis on a une clé. On enregistre deux informations en même temps dans un map. Mais dans un set et une liste, on n'ajoute que les éléments. C'est une liste d'éléments. On peut avoir des doublons. C'est une liste d'éléments où on ne peut pas avoir des doublons. Ça, c'est une liste d'éléments qu'on enregistre avec une clé et une valeur. Je donne un exemple. Quand on dit une liste à valeur simple,
lorsqu'on met la liste, point add, on ajoute uniquement la valeur. On ne précise pas une clé pour cette valeur. Donc, liste de comptes, je mets un compte. Mais si c'est par exemple un map, si je mettais un map, j'allais mettre ici une information qui correspond par exemple à la clé, par exemple un ID, et ensuite je mets le compte. Et ça, c'est ce qu'on appelle un map. Mais voilà, revenons un petit peu sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les listes. Voici comment est-ce qu'on peut ajouter avec add. Voici comment est-ce qu'on peut afficher avec ce for-là. Mais il y a plusieurs manières de pouvoir parcourir une liste. Ça, c'est la manière la plus simple. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, après, essayez de faire un petit peu de recherches sur ce qu'on appelle les collections.